Bonjour à tous, bienvenue dans ce 7e bulletin économique et politique. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Arthur Delaporte, qui est député du Bonjour. Calvados, qui est expert des questions sociales, expert aussi de la pauvreté, du chômage, de toutes les questions qui ont affaire à la pauvreté. Et ça tombe bien, puisque aujourd'hui, l'objectif de ce BEP, c'est de vous dire exactement quelle est la situation des plus pauvres, des plus fragiles dans ce pays. On est à un niveau record. Il y a 9,1 millions de pauvres aujourd'hui en France. Ça veut dire 9,1 millions de personnes qui vivent avec moins de 1158 euros par mois. Ça a progressé de 550 000 personnes depuis 2020. Donc c'est une augmentation considérable sur le quinquennat. La crise, ça a été dévastateur. Les 10% les plus pauvres, ils ont perdu chaque année 250 euros pendant que les 10% les plus riches gagnaient chaque année 2500 euros sur les prix qu'ils consomment. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple sur les prix des marques distributeurs qui consomment beaucoup parce qu'en effet, c'est moins cher. Et donc, quand on est pauvre, on va vers les prix les moins chers. Ces marques-là, les prix, ils ont augmenté de 35 à 45% pendant que les prix généraux, ils augmentaient de 15-20%. Donc, ils ont été impactés plus que les autres par l'inflation. En plus, on reviendra dessus avec Arthur, mais les minima sociaux, ils sont sous-indexés sur l'inflation. Donc, il y a du retard sur l'indexation des minima sociaux. Donc, ils perdent encore de l'argent à ce niveau-là. Et sur l'ensemble des 30 milliards d'euros qui ont été déployés par les pouvoirs publics sur la crise, il n'y a eu que 5 milliards d'euros qui ont été fléchés vers ces publics les plus fragiles, vers les plus pauvres. Alors, Arthur, on veut savoir avec toi un petit peu ce qu'a fait le gouvernement en termes de pauvreté. On entend beaucoup Gabriel Attal qui nous dit qu'il va faire une énième réforme de l'assurance chômage. On a l'impression que la discipline budgétaire, c'est la discipline pour les pauvres d'abord. Mais c'est vrai que si on regarde le cas spécifique de l'assurance chômage, c'est un peu l'exemple de la stratégie du gouvernement vis-à-vis de la pauvreté. On dit on va remettre les gens au travail. Et si les gens sont pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Alors déjà, ça exclut toute une catégorie des gens qui sont des travailleurs pauvres. Aujourd'hui, le gouvernement, il a aussi précarisé les travailleurs pauvres et on y reviendra. Mais l'une des réformes emblématiques, et on en parle beaucoup en ce moment, ça a été la réforme de l'assurance chômage. Et d'ailleurs, les socialistes ont organisé la semaine dernière à l'Assemblée nationale un débat sur le bilan des réformes de l'assurance chômage du gouvernement. On a invité pour ça Catherine Vautrin, la ministre des Solidarités, de la Santé et du Travail, et bon, elle n'a pas de secrétaire d'État dédié au travail, et on se disait peut-être que c'est elle la plus compétente sur le travail. Malheureusement, elle a répondu à rien, notamment quand on la confronte aux résultats de son action. Il y a un rapport de la DARES. La DARES, c'est une administration du ministère du Travail qui est sortie il y a à peu près 2 mois, et qui dit finalement quel a été l'effet de la première réforme de l'assurance chômage en 2019, une réforme qui a contribué à revoir les modalités de calcul du montant de l'assurance chômage, c'est-à-dire que avant on calculait l'assurance chômage à partir du salaire moyen sur toute la période travaillée. Donc vous travaillez pendant un an, au milieu vous avez 2 mois de chômage, on fait la moyenne en retirant les 2 mois de chômage, ce qui fait que finalement c'est votre salaire moyen, c'est 50% de votre salaire moyen. Depuis 2019, ce qui se passe, c'est qu'on a intégré dans la réforme du calcul du salaire journalier de référence les périodes non travaillées. Donc ça a pour effet évidemment de baisser le salaire moyen, notamment quand vous êtes à temps partiel, quand vous alternez les périodes de chômage et de travail, et en particulier quand vous êtes intérimaire. Le résultat de tout ça, c'est que vous avez la moitié des demandeurs d'emploi qui ont vu leur indemnité, leur allocation chômage baisser. Certains ont vu leur indemnité baisser de plus de 50%, et c'est pour ceux qui ont perdu en moyenne 150 euros de perte par mois. Ça, c'est ce que montre finalement l'étude de la DARES. Ça veut dire qu'on a appauvri les chômeurs. Ça, c'était la première réforme. Et donc, la ministre, elle dit, ouais, mais ça a contribué, regardez, à remettre les gens au travail, à les sortir du chômage, etc. Quand on regarde les courbes, depuis 2019, depuis la première réforme, qui a mis un peu de temps à rentrer en vigueur, elle est entrée en vigueur en 2021, finalement, le niveau de chômage, il n'a jamais été plus bas que ce qu'il était lors de l'entrée en vigueur de la première réforme. Parce que la baisse du chômage, elle est antérieure aux réformes du gouvernement de l'assurance chômage. Ce qui montre que finalement, leur vision qui vise à tout le temps culpabiliser les chômeurs en disant regardez, ils ont des allocations trop généreuses et ils ne recherchent pas assez un emploi, ça n'a aucun sens d'un point de vue économique. C'est d'ailleurs ce que montrent les principales études, c'est que la culpabilisation des chômeurs, ça n'a qu'un effet. Ça stresse les chômeurs, ça les retarde parfois dans leur recherche d'emploi parce qu'ils sont pris dans le quotidien, ils sont encore plus en panique et finalement ils n'ont pas assez de ressources pour par exemple se former correctement, pour pouvoir manger correctement, pour pouvoir répondre à leurs problématiques de santé. Bref, ça c'est le bilan de la première réforme. Il y en a une autre qui est rentrée en vigueur il y a à peine un an, qui elle a, en plus de baisser l'indemnité, réduit la durée d'indemnisation d'un quart. Ça veut dire qu'avant vous étiez indemnisé pendant 24 mois, aujourd'hui vous êtes indemnisé pendant 18 mois. Et ça, on n'a pas encore les bilans, on n'a pas encore les résultats. D'ailleurs, la ministre le reconnaît. Et pourtant,
le gouvernement annonce, et on en reparlera sans doute, Part sur les 12 mois. de dire on va encore réduire un peu plus. Alors ils savent pas exactement comment, combien, etc. Mais leur bilan est déjà catastrophique en termes d'augmentation de la pauvreté. Et c'est pas d'ailleurs le seul critère d'augmentation de la pauvreté. Un point qui est important, parce que tu as dit en effet la baisse des indemnisations des chômeurs. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une augmentation forte de la pauvreté, mais il y a aussi une augmentation forte de l'intensité de la pauvreté. C'est-à-dire que les gens, il y a plus de pauvres, mais surtout, les gens sont plus pauvres. Ça me permet de faire le lien avec une réforme qui a été emblématique, qui a soufflé ces 1 an de mobilisation sociale contre les retraites. C'était il y a 1 an. Ici au Sénat, mes collègues Monique Lubin et Marion Canales, elles ont essayé de porter le débat à nouveau dans l'hémicycle. On a eu un article 40, c'est-à-dire qu'on a eu l'impossibilité de débattre dans l'hémicycle de tout ça. On n'a donc pas pu débattre à nouveau de la réforme des retraites. Mais cette réforme des retraites, elle a eu un impact aussi sur la pauvreté, parce qu'elle a fait des seniors pauvres et en plus grand nombre. Est-ce que tu as un peu des données là-dessus à nous donner sur l'impact sur la pauvreté de cette réforme des retraites? Ouais, ce qui est sûr, c'est que la réforme des retraites, elle a un effet. En décalant l'entrée en retraite, on fait que les gens vont rester travailleurs pauvres ou chômeurs en attente de retrouver un travail ou surtout d'être à la retraite plus longtemps. Ça veut dire que là, on a des gens qui basculent de l'assurance chômage, des travailleurs pauvres seniors, vers ce qu'on appelle l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique. C'est 40 000 personnes de plus déjà cette année qui n'ont pas pu prendre leur retraite et qui basculent dans l'ASS parce qu'ils étaient chômeurs en fin de droit et donc voilà, on les met dans un espèce de sas en attendant la retraite. Et que dit le gouvernement? Alors qu'il a renforcé la précarisation des chômeurs et notamment des seniors, des chômeurs seniors, puisqu'il a réduit leurs droits, eh bien il dit on va supprimer l'ASS. Et là on se dit mais c'est pas grave parce qu'il y a toujours le RSA. Sauf que la suppression de l'ASS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va supprimer une aide qui est donnée alors qu'on peut la cumuler avec d'autres choses. On peut la cumuler avec des APL, on peut la cumuler avec des allocations adultes handicapés, on peut la cumuler avec un certain nombre d'autres ressources jusqu'à un certain plafond. Alors que le RSA, chaque aide qu'on a en plus, elle réduit d'autant le montant du RSA. Donc ça, c'est une vraie différence. Et la deuxième différence majeure, c'est que quand on touche l'ASS, on cotise pour sa retraite. Donc on ouvre des droits à la retraite, comme quand on est au chômage. Alors que quand on sort les gens de l'assurance chômage et quand on les sort de la SS et qu'on les bascule dans le RSA, on leur pique des trimestres de retraite. Donc ça veut dire qu'ils doivent attendre encore plus longtemps. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prendre leur retraite à 75 ans parce qu'ils n'ont pas de taux plein, donc ils sont dans la galère. Donc ils attendent finalement l'âge, dit-on, de suppression, d'annulation de la décote pour essayer d'avoir le maximum de retraite. Et c'est souvent des retraites qui sont très très faibles. Donc voilà, ça c'est ce que crée le gouvernement. Il crée non seulement des travailleurs pauvres, mais il crée aussi des retraités pauvres qui auront des plus petites retraites parce qu'on aura réduit notamment l'assurance chômage si on reste ce sujet-là ou l'allocation de solidarité spécifique. Je vais aussi dire une chose parce que je peux vous renvoyer, si vous le souhaitez, à une étude qu'on a publiée avec Boris Vallaud et Simon Rumel à la Fondation Jean Jaurès sur la volonté du gouvernement de supprimer l'ASS pour faire toujours plus d'économies sur le dos des plus précaires en les culpabilisant, en leur disant si vous ne retrouvez pas de travail, c'est de votre faute, c'est parce que vos indemnités sont trop généreuses. Alors du coup, on supprime l'ASS, mais la conséquence de tout ça, c'est notamment pour les personnes en couple avec une personne qui travaille avec juste le SMIC. Donc, si vous êtes au chômage avec un conjoint qui est un travailleur pauvre, eh bien, vous vous retrouvez dans une situation où vous allez perdre chaque année environ 1 600 € si vous supprimez l'ASS. Donc, la suppression de l'ASS, ça va basculer les travailleurs qui sont, voilà, pauvres, mais pas encore parmi les plus pauvres, dans l'extrême pauvreté. C'est ça, en fait, la conséquence des politiques du gouvernement, c'est qu'en culpabilisant les chômeurs, en culpabilisant les allocataires, et on pourrait parler du RSA, on va avoir un renforcement accru de l'extrême pauvreté. Ok, donc si on te suit bien, il y a dans les cartons du gouvernement la question de l'ASS, il y a dans les cartons du gouvernement la question d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Est-ce qu'il y a autre chose qui te semble important de souligner dans la politique qui est conduite vis-à-vis de ce public des plus pauvres et des plus fragiles? Oui, parce qu'il y a toujours la même vision. C'est une vision libérale, en fait, de dire l'individu est responsable de sa propre situation, de sa propre c'est de sa faute s'il est... situation. Donc, il y a des déséquilibres dans le marché du travail, l'État les cherche plus ou moins à les compenser, mais finalement, la mauvaise situation économique, le non-retour à l'emploi, l'absence de plein emploi, c'est vraiment parce que on a des mauvais pauvres. Oui, c'est du chômage volontaire. C'est du chômage volontaire. Ils sont au chômage parce qu'ils le veulent bien. Et Gabriel Attal ne s'en cache pas quand il évoque, par exemple, dans son discours de politique générale, la trappe à inactivité. Ça, c'est vraiment une théorie libérale classique des années notamment 90-2000. Quand on a mis en place le RSA, notamment, on a dit c'est une trappe à inactivité parce que les gens ils vont préférer avoir un petit peu de RSA plutôt qu'avoir un salaire. Alors la première chose, c'est que c'est faux.
les gens, ils préfèrent toujours travailler parce que le travail, ça donne du sens, ça resocialise. Alors que quand on est au RSA, on est désocialisé et on s'en rend compte. Et plus on est longtemps au RSA, plus on a du mal à se resocialiser. Donc c'est pas parce que vous allez retirer l'aide aux gens que magiquement ils vont retrouver un boulot, ou alors s'ils retrouvent un boulot parce qu'ils ont vraiment la dalle et qu'ils en peuvent plus, qu'ils sont voilà, ça va être des boulots pourris, mal payés, extrêmement violents pour les corps, etc. Et ça va pas du tout être des boulots qui correspondront à leur qualification antérieure. Ça c'est ce que montrent toutes les études. Et pardon, juste un point sur cette idée fausse qu'il faut aussi préciser à mon avis, sur les gens qui sont inscrits au chômage. Il y a la moitié qui sont pas indemnisés aujourd'hui. Oui, je pense que c'est un point important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a environ 2,5 millions de chômeurs qui sont indemnisés, mais vous avez 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Et par ailleurs, on en a de moins en moins. C'est la même chose pour les allocataires du RSA. Vous avez qu'un tiers de ceux qui pourraient avoir le droit au RSA aujourd'hui qui en font la demande. Donc le vrai problème qui génère aussi de la pauvreté, c'est la lutte contre le non-recours. Mais que préfère faire le gouvernement? Il préfère taper sur ceux qui y recourent déjà. C'est le cas avec la réforme du RSA qu'on a votée il y a 2 mois, sur laquelle on s'est opposé, nous les socialistes et la gauche. C'était une réforme qui visait notamment à sanctionner toujours plus les allocataires, à les priver plus facilement de leurs ressources et puis à les considérer tous comme des demandeurs d'emploi comme les autres. Alors qu'on sait très bien que vous avez plus d'un tiers des allocataires du RSA qui aujourd'hui ont des freins à l'emploi, notamment pour des raisons de santé, de mobilité, de garde d'enfants. Et plutôt qu'un d'investir sur le service public de la petite enfance et de mettre les moyens, aujourd'hui on a besoin de 100 000 personnes pour les crèches. Eh bien le gouvernement, il fait rien du tout, il n'investit pas, il réduit même les dépenses sociales avec ses coupes à tout va dans les budgets dont tu as déjà parlé, je pense, dans tes précédents bulletins. Bien sûr. Et juste un mot sur cette mise en œuvre du contrôle qui me semble important. Je ne sais pas si vous aviez suivi ça, mais il y avait une étude sur la manière dont la CAF contrôlait les allocataires. C'est une étude qui a été faite par la Quadrature du Net. Et elle montrait justement qu'il y a une discrimination dans la manière dont les contrôles sont effectués, qu'il y avait des critères, 40 critères qui étaient appliqués. Et dans ces critères, vous aviez votre lieu de résidence. Si vous êtes en quartier politique de la ville, vous aviez plus de chances d'être contrôlé. Si vous aviez moins de revenus, donc si vous étiez pauvre, vous aviez plus de chances d'être contrôlé, etc., etc. Donc aujourd'hui, la CAF nous dit, j'ai un nouvel algorithme qui n'est pas discriminant, qui est neutre, mais pour l'instant, il est plus public. Donc voilà le sujet aussi sur la manière dont les choses sont contrôlées. Écoutez, je crois qu'on a fait un bon tour disons, de la situation, une bonne vue de ce qui se passe aujourd'hui du point de vue de la pauvreté. Je me souviens que Emmanuel Macron, dans ses vœux du 1er janvier, avait dit la pauvreté, c'est vraiment une des grandes causes, encore une fois, une de plus du quinquennat et une des grandes causes de l'année, mais il fait rien sur la question de la pauvreté. Il l'aggrave. Si je peux me permettre, si on fait le total, parce qu'on dit tout le temps le gouvernement, il donne aux riches. Oui, mais il prend aussi aux pauvres. Par exemple, sur l'assurance chômage, depuis 5 ans, le gouvernement, il a ponctionné 25 milliards d'euros sur le dos des cotisants, parce que le chômage, ça donne une cotisation pour avoir un revenu différé. Donc il a prélevé 25 milliards là-dessus, mais il a aussi prélevé, par exemple, sur les allocations de logement. On n'en a pas parlé, les APL. C'est plus de 15 milliards d'euros qui ont été prélevés aussi sur les allocataires les plus précaires qui ont des difficultés de logement. Donc ça, voilà, pendant ce temps-là, 15 milliards d'euros prélevés sur le logement, 25 milliards d'euros sur le chômage, et pendant ce temps-là, on fait plus de 20 milliards d'euros chaque année de cadeaux fiscaux aux entreprises, par exemple, nouveaux. Voilà. Parce qu'il y en avait déjà beaucoup avant. 50 milliards rien que sur le quinquennat. Voilà les amis pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous, likez, partagez et à la semaine prochaine avec peut-être de nouveaux invités dans les prochaines semaines. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.